Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com. Le Réseau ZEC, 63 territoires publics partout au Québec. Chasse, pêche, plein air et camping pour ravir les grands et les petits. C'est le réseau de la liberté en nature avec des chalets, du prêt à camper, des yourtes et des embarcations. Imaginez-vous en train de planter votre tente où vous voulez sur le territoire. Dans le Réseau ZEC, c'est possible. Vivez l'expérience en famille, entre amis et avec votre animal de compagnie dans les ZEC du Québec. Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous de nature de cette semaine. Ici Ernie Wells qui vous remercie de votre présence et de votre écoute. Eh bien, on est fixé maintenant et on n'est pas sorti de l'hiver 2025. Les marmottes Fred Junior, Phil et Sam ont vu le rombe le dimanche 2 février, de sorte que l'hiver se prolongera pendant 6 autres semaines. Espérons qu'elle se trompe. Moi, j'arrêterai ça ici. Là. Il me semble que j'en ai assez. C'est pas tant pour la neige qui me dérange. Ça, c'est bon pour les skieurs, les motoneigistes puis l'économie régionale. Mais c'est le froid. Et cet hiver, il fait frais. À part Donald Trump, je pense que ça, c'est le pire actuellement là, dans les vies des Québécois. Et cette semaine, à Rendez-vous Nature, vous avez chassé le chevreuil l'automne dernier. Vous êtes donc parmi peut-être les 40% des chasseurs qui ont connu le succès. Québec qualifie la saison 2024 comme étant excellente. Alors, la responsable de l'espèce, la biologiste Sonia de Bellefeuille. Le cerf de Virginie, contrairement à l'orignal qui n'est pas très sensible à la rigueur de l'hiver, le cerf, lui, est limité par l'épaisseur de neige. C'est une espèce qu'on retrouve jusqu'en Amérique du Sud. Il y a une limite physique, là. Il y a des pattes plus courtes que l'orignal, puis s'il y a une épaisseur de neige plus haute que 50 cm, par exemple, ben, ça limite fortement ses déplacements. L'orignal n'est pas en reste, au contraire, année record en 2024, alors que moins de chasseurs ont prélevé plus d'orignaux, surtout bien sûr des mâles en saison restrictive. Et le responsable de l'orignal au ministère de la Faune, Laurent Devril. La pression de chasse, le nombre de chasseurs a diminué. Donc c'est sûr que ça, si on a récolté plus d'orignaux avec moins de chasseurs, ça c'est un bon indicateur que le cheptel, de façon générale, il est en santé, ça va bien, puis c'est sûr que c'est des nouvelles qui sont le fun là, à annoncer. Et le plus grand concours de trophées de cerfs et d'orignaux, Flash ton panache, a couronné les grands gagnants de 2024. Un cofondateur de l'événement, Gabriel Martineau, nous fait la liste des gagnants. La soirée a été un succès, couronné, c'est ça, de beaux prix. Les gagnants étaient vraiment fiers de leur panache, donc ça a été vraiment une très belle soirée. Il y avait beaucoup de monde, on a plus que doublé l'assistance dans la salle, donc c'était vraiment super agréable. Les fanfares des trompes de chasse de Rallye Québec nous appellent aux nouvelles brèves de la semaine et février appelle aussi tous les amateurs de pêche à la mouche au festival Palme, porté par Saumon Québec, la Fédération du saumon atlantique et hooké. Eh bien, le 8e festival Palme a été lancé tout juste le 1er février dernier à Saint-Hyacinthe. Le 6 février, il s'est rendu à Whitehorse au Yukon. Et le festival de pêche à la mouche s'arrête à Rimouski le 12 février, Amqui le 13 février, Richmond le 14, Gaspé le 15, Matane le 16, Port-Cartier le 25, Chicoutimi le 26 et le 28 février à Montréal. Puis le festival Palme sera à Trois-Rivières le 6 mars et Val-d'Or le 13 mars. La grande finale aura lieu à Québec le 21 mars. Les billets sont disponibles en ligne seulement à Saumon Québec. Et au cours des dernières années, plusieurs présentations ont affiché souvent complète longtemps à l'avance. Donc, un petit conseil, procurez-vous votre billet le plus rapidement possible. En entrevue à Rendez-vous Nature, la responsable marketing et événements à Saumon Québec, Patricia Lacaze, précisait que ce sont des moucheurs, mais aussi des passionnés de vidéo qui réalisent des documents visuels d'une très grande beauté, de façon professionnelle et qui sont présentés lors des représentations de Palme. Le comédien Fabien Cloutier, qu'on associe de plus en plus à la chasse et à la pêche, est le porte-parole du festival Palme 2025. Il sera aussi présent lors des représentations de Montréal et Québec.
La Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec tient son souper bénéfice annuel le 22 février prochain au centre des congrès du Delta Hotel au Mont-Saint-Anne. Le président Claude Gagnon y invite tous les trappeurs et piégeurs du Québec. Lors de cet événement, la Fédération des trappeurs procédera à la remise des prix de reconnaissance Jean-Claude Racine et le prix Esprit Radisson. Au cours du souper banquet, le président Claude Gagnon animera une vente à l'encan et plusieurs prix de présence seront remis aux participants, dont un forfait de chasse au petit gibier dans une des réserves phoniques de la CEPAC. Les trappeurs intéressés réservent leur place avec ce lien Congrès FTGQ 2025, trait d'union FTGQ. La Fondation de la faune du Québec confirme 28 nouveaux projets approuvés dans le cadre du programme Protéger les habitats fauniques, volet principal, avec une enveloppe totale de 3 millions de dollars. Chasseurs, pêcheurs et trappeurs contribuent au fonds de la Fondation lors de l'achat de leur permis. C'est pour ça que je tiens à le dire à chaque fois, c'est qu'il y a un peu de nous tous qui va dans le fonds de la Fondation de la faune pour procéder à des investissements pour de nouveaux projets qui protègent l'habitat faunique. Dans ce cas, le gouvernement du Québec et Conservation de nature du Canada y participent aussi. Ces 29 projets visent le développement du réseau d'air protégé situé en terre privée dans le sud du Québec. La liste des projets confirmés sont sur le site de la Fondation de la faune.qc.ca. Je m'arrête ici pour une courte pause et au retour, je reviens sur les statistiques de récolte des cerfs et des orignaux lors de la saison 2024 avec la et le biologiste responsable de ces espèces. Restez avec moi de retour dans quelques minutes. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information faunique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Saviez-vous que les ZEC ont été créés en 1978 dans le cadre de l'opération Faune du gouvernement provincial? Oui, un grand mouvement mis en place par le gouvernement de l'époque afin de redonner accès aux Québécois à 48 000 km² de territoire forestier. C'est grand 48 000 km². En fait, c'est plus grand que la Suisse. Alors ça vous laisse beaucoup d'espace pour vivre vos prochaines aventures. Mais comment de si vastes territoires sont-ils gérés pour assurer la mission des ZEC en matière d'accessibilité, de gestion des ressources fauniques et d'autofinancement des territoires? Le gouvernement provincial délègue la gestion de ces terres publiques à 63 organismes gestionnaires de ZEC, soit des OBNL, tout en imposant un cadre légal et des objectifs de gestion durable des ressources. Pour veiller au respect de cette mission, il faut s'appuyer sur un grand nombre de personnes. Le réseau des ZEC compte sur la participation active de ses membres, la précieuse aide de ses bénévoles, la collaboration des employés et des partenaires sur le terrain, ainsi que sur le savoir-faire des gestionnaires et du conseil d'administration de chacune des 63 ZEC de la province. Comme on dit, il y a du monde à la messe. Envie de vous impliquer dans la saine gestion des territoires fauniques? Contactez votre ZEC pour connaître toutes les possibilités d'engagement dans votre région. Le réseau ZEC, 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous Nature, une présentation du réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
Le ministère responsable de la faune vient de dévoiler les statistiques de récolte des grands gibiers, orignal, cerf, ours et maintenant on parle aussi du dindon sauvage. L'espèce vedette demeure toujours le chevreuil parce que plus fragile, sensible, qui mérite plus d'attention que l'orignal qui lui est considéré comme étant le plus gros mammifère terrestre en Amérique du Nord, donc plus fort, plus résistant, puis il passe plus facile à travers les hivers comme cette année rigoureux qu'on peut connaître. Et pour nous parler de cette espèce fétiche des Québécois, eh bien, le chevreuil, la biologiste Sonia de Bellefeuille est responsable de la gestion des espèces et des habitats terrestres et spécialiste du cerf. Madame de Bellefeuille, ce qu'on peut dire finalement, c'est que les cerfs se portent très bien, merci, au Québec, et ça depuis quelques années. Oui, effectivement. On a eu une excellente chasse aux cerfs de Virginie. On a même atteint un record de succès de chasse à 40%, ce qu'on n'avait jamais vu là, depuis les années 70. Ouais. Puis la récolte totale aussi sur le continent, là, en excluant Anticosti, c'est la deuxième meilleure là, de toute l'histoire des données qu'on récolte sur le cerf. C'est quand même un succès qu'on peut attribuer en grande partie au fait que le Québec n'a pas connu d'hiver rigoureux depuis 2019 finalement. Effectivement, comme vous l'avez mentionné précédemment, le cerf de Virginie, contrairement à l'orignal qui est pas très sensible à la rigueur de l'hiver, le cerf, lui, est limité par l'épaisseur de neige. C'est une espèce qu'on retrouve jusqu'en Amérique du Sud. Puis là, on est vraiment à la limite nord de son aire de répartition. Puis il y a une limite physique, là. Il y a des pattes plus courtes que l'orignal. Puis s'il y a une épaisseur de neige plus haute que 50 cm, par exemple, ben, ça limite fortement ses déplacements. Ça augmente ses dépenses énergétiques, puis ça peut influencer sa survie là, lorsque ces épaisseurs de neige-là perdurent pendant l'hiver. Donc, ça fait 5 ans qu'on n'a pas connu d'hiver rigoureux au Québec, et même dans le Bas-Saint-Laurent, ça a été des hivers cléments récemment, puis on voit une croissance des populations. Oui, puis ça m'amène, je n'avais pas pensé de vous en parler, mais quand vous m'avez indiqué que le chevreuil, donc lorsque le niveau de la neige atteint 50 cm, ça devient plus problématique. Puis là, je vous ramènerais dans les années 90, là, où il y avait eu une succession de 3 ou 4 hivers très rigoureux. Il y avait eu aussi une grosse prédation par les coyotes. Puis la chasse avait même été fermée pendant 3 ans au Bas-Saint-Laurent, puis plusieurs années davantage du côté de la Gaspésie. Puis là, on parlait du nourrissage d'urgence. Ça, c'est une méthode que vous avez abandonnée. Là, je comprends, depuis les 3 ou 4 dernières années, c'est moins d'actualité, si je peux dire. Mais comme cette année, là, on semble quand même se diriger vers un hiver très froid. Il y a beaucoup de neige. C'était quand même un système qui avait fait ses preuves, une méthode qui avait fait ses preuves, puis qui a été abandonnée à toute sa pratique par le ministère. Oui, bien, comme dans n'importe quel domaine, les connaissances se développent, puis on peut voir avec le temps les avantages et les inconvénients de méthodes qu'on utilise. Puis le nourrissage d'urgence, oui, ça a été utilisé il y a longtemps, mais c'est plus quelque chose qui est préconisé. On voit que c'est pas une bonne idée de maintenir artificiellement une densité plus forte d'une espèce animale dans un habitat que ce que la nature pourrait vraiment soutenir. Ça peut causer des problèmes à l'habitat. Il pourrait y avoir du surbroutement. Il y a aussi des problèmes de proximité des animaux à long terme là, qui peuvent propager des parasites ou des maladies. Donc, ce n'est plus une méthode qui est utilisée là, nulle part là, au nord là, de l'aire de répartition du cerf de Virginie. Oui, puis je me souviens que lorsque le plan de nourrissage était comme déclenché, là, c'était uniquement à l'intérieur des ravages où les cerfs étaient confinés en raison de l'épaisseur de la neige. Donc, ils ne pouvaient pas sortir de leur quartier d'hiver, puis ils ne pouvaient pas non plus s'alimenter parce que tout ce qu'il y avait à leur portée était mangé. Puis c'est à ce moment-là que ça devenait essentiel, non? Ben, c'est ça, comme je vous dis, c'est pas nécessairement une bonne idée de les maintenir à une densité qui est pas naturelle, dans le sens que vos habitats sont pas des habitats optimaux pour le cerf de Virginie, comme ça peut être le cas là dans le sud du Québec. Vous avez un habitat optimal pour l'orignal. Donc, quand on fait du nourrissage artificiel, ça maintient les animaux en plus grande densité que ce que la nature pourrait supporter normalement. Donc, ça favorise les contacts. Ça peut peut-être même augmenter la prédation parce qu'on les maintient à des endroits bien définis. Ça peut faire que par après, les animaux vont brouter, une fois que l'hiver est terminé, vont brouter plus intensivement les milieux. Donc, c'est pour ça que c'est une méthode qui a été abandonnée avec le temps puis qui ne sera pas réutilisée à l'avenir. Okay. Il faut
maintenir la densité d'animaux que le milieu est capable de supporter naturellement. On dit souvent, puis c'est peut-être une légende forestière, que là où il y a des orignaux, il n'y a pas de chevreuil, et vice-versa. Est-ce que c'est vraiment deux espèces qui ne peuvent pas vraiment cohabiter ensemble? Elles peuvent cohabiter, mais elles ne recherchent pas le même type d'habitat. Donc, comme je disais, vous, au Bas-Saint-Laurent, vous avez un habitat vraiment idéal pour l'orignal. Vous avez des conditions climatiques aussi qui sont bien adaptées à l'orignal, qui n'aime pas les grandes chaleurs, puis qui est capable de s'adapter à une bonne épaisseur de neige, puis à des hivers rigoureux. Tandis que le cerf de Virginie, lui, il va pas rechercher exactement le même type d'habitat, les mêmes espèces d'arbres ou d'arbustes, puis il va être moins adapté à la neige. Donc, naturellement, on les retrouve un peu séparés, le cerf et l'orignal. Mais avec les changements climatiques, l'orignal peut être amené à monter un peu plus vers le nord et le cerf aussi, lui aussi, à monter un petit peu plus vers le nord. On va le voir là, dans les prochaines années. Si les changements climatiques vont avoir une influence là, sur la distribution de ces deux espèces-là. Oui, pour 2024, donc, on parle de 59 500 cerfs récoltés par 142 000 chasseurs. Alors, donc, c'est 4 500 chevreuils de plus qu'en 2023. Mais par contre, c'est 4 000 chasseurs de plus. Il y a eu quand même une diminution du nombre de chasseurs de chevreuils. Ça peut s'expliquer comment? Depuis les dernières années, depuis 2020, le nombre de chasseurs augmente, là. On pense que c'est possiblement dû notamment à la pandémie là, qui a incité les gens à retourner vers la nature, puis aussi au fait que les chasseurs sont influencés par des densités de cerfs. Donc, plus les cerfs sont abondants, plus les chasseurs sont incités à les chasser parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir un meilleur succès. Mais on est encore à peu près 30 000 chasseurs de moins qu'on avait en 2007. Donc, c'est positif de voir que le nombre de chasseurs augmente là, depuis 2020, mais on est encore loin des densités de chasseurs qu'on avait là, il y a une 15-20 ans. Oui, mais c'est ça. Avec une population de chevreuils qui semble quand même en expansion, il reste quand même encore de la place pour la relève. Et quand on regarde toutes les zones du Québec, on s'aperçoit que c'est toujours la zone 6 Nord, les zones 6 Nord et 6 Sud qui demeurent la mecque du chevreuil au Québec avec une récolte de 9 854 chevreuils en 2024. C'est presque le même prélèvement que sur Anticosti, qui est actuellement de 9 000, sans compter la chasse des résidents, qui prenait fin le 24 décembre, mais quand même 9 854 chevreuils dans les zones 6 Nord et 6 Sud. L'expansion de l'espèce, on peut l'attribuer en grande partie à la restriction de la taille légale des bois. Non, il ne faut pas faire de lien direct avec la restriction de la taille légale des bois pour les zones 6 Nord, 6 Sud, parce que l'augmentation du nombre de cerfs puis le taux de succès de chasse est excellent dans toutes les zones là, du sud du Québec qu'on considère à forte densité, c'est-à-dire toutes les zones de la 8, 8 Est, 8 Sud, 8 Nord, la 4, la 7 Sud, c'est toutes des zones à forte densité où le taux de succès a été excellent cette année. Oui, mais il reste quand même que les zones limitrophes bénéficient peut-être de l'effet de débordement parce que en maintenant la RTLB dans cette zone-là, ça donne des sujets, des mâles matures qui sont plus résistants aux hivers, donc qui sont de meilleurs géniteurs. Alors à ce moment-là, la population augmente nécessairement dans cette zone-là, puis qui, elle, bénéficie le surplus, si je peux dire, aux zones limitrophes. Donc, tout le sud du Québec, le centre-sud du Québec profite du RTLB. Le sujet de la RTLB mériterait à lui seul une émission avec vous. Là, on pourra peut-être en reparler dans une autre émission, mais pour ce que je peux vous dire, c'est que le sud du Québec, il y avait des excellentes densités avant la RTLB dans la 6 Nord, 6 Sud, puis il continue d'en avoir aussi. C'est des zones à forte densité depuis longtemps. Puis la RTLB pourrait pas avoir une influence assez forte là, pour avoir un impact sur l'ensemble des zones à forte densité du sud du Québec. Mais si vous voulez, on pourrait en rediscuter plus en détail là, dans une émission consacrée à la RTLB. Mais je vais juste surfer encore un peu là-dessus. Là. Il reste quand même que la RTLB, vous l'appliquez depuis 2017 dans la zone 6, nord et sud. Pourquoi que vous l'appliquez encore dans cette zone-là et vous ne l'appliquez pas dans les autres zones qui sont quand même réclamées par 25 000 chasseurs puis 400 municipalités qui sont tous membres du groupe Unis pour la faune qui veulent la RTLB à la grandeur du Québec?
Nous, M. Wells, on a fait une étude là, pendant plusieurs années. Les résultats sont connus, les recommandations ont été faites. Il y a eu des consultations qui ont été faites aussi auprès de la clientèle puis auprès des partenaires phoniques. Ensuite de ça, maintenant, les autorités ont toutes les informations en main là, pour prendre une décision sur ce qui va advenir de la RTLB. C'est un sujet complexe, puis c'est un sujet qui divise énormément les chasseurs. À peu près la moitié des chasseurs sont pas en accord avec une RTLB réglementaire, puis c'est pas une décision simple à prendre, mais quand la décision va être prise, on pourrait en discuter plus amplement. Il faut aussi considérer que le contexte entourant les RTLB, notamment aux États-Unis, a beaucoup changé depuis l'expérimentation. Aux États-Unis, c'est de moins en moins populaire. Il n'y a pas de nouveaux secteurs qui sont soumis à de la RTLB réglementaire. Les États mettent beaucoup plus l'accent sur de la RTLB volontaire maintenant. Ouais. Puis ils retirent même des secteurs qui sont sous RTLB réglementaire pour différentes raisons, dont on pourrait discuter là, dans une autre entrevue si vous le souhaitez. Oui. Encore l'automne passé, durant le temps du chevreuil, je sortais de la forêt, j'arrivais à la barrière de la ZEC Bas-Saint-Laurent, puis il y avait des chasseurs qui étaient là, puis il y avait 3 chasseurs, puis dans leur trailer, il y avait chacun ce qu'on appelle des spikes, les daguets. Puis j'ai demandé à un, j'ai dit pourquoi t'as ciblé un petit chevreuil comme ça? Ah, ben, il dit, si je le prenais pas, il dit, c'est mon voisin qui le prenait. Alors, donc, quand je vous parlais de qualité de chasse, c'est ça aussi, de récolter des mâles qui ont quand même une bonne constitution, puis en même temps une bonne génétique, parce que on devrait, ça je ne sais pas si vous allez le confirmer, on devrait laisser passer, même si on ne parle pas de RTLB, on devrait normalement, logiquement, laisser passer les jeunes chevreuils pour leur donner une chance de grandir, d'évoluer, puis de se renforcer, puis de devenir de bons géniteurs pour le troupeau. Vous avez abordé beaucoup de sujets là, dans votre question, M. Wells, notamment la qualité là, d'un cerf qui peut être très variable d'un chasseur à l'autre. Ça dépend de ce qu'on veut. C'est pas tout le monde qui recherche des gros cerfs mâles avec des gros panaches. Mais aussi la génétique qui est une toute autre question. Là. Vous savez que la génétique du panache, c'est quelque chose de complexe. Il y a à peu près 30% du panache qui est expliqué par la génétique. Le reste, c'est l'alimentation, la qualité de l'habitat. Donc, dans un habitat très propice, le panache va se développer beaucoup mieux que dans un habitat où la nourriture est moins abondante. Puis la génétique, ben ça dépend du père, puis ça dépend aussi de la mère. Puis la mère, sa capacité à avoir des bons gènes pour le panache, on peut pas l'avoir. Donc ça, c'est un sujet quand même assez complexe en lui-même. Puis le fait aussi que justement les réseaux sociaux valorisent beaucoup la chasse au gros mâle, ça peut être problématique. C'est dommage que les gens qui récoltent un cerf sans bois ou un cerf mâle moins âgés se sentent mal de le faire ou de le publier sur les réseaux sociaux à cause de la pression sociale qu'il y a, surtout qu'on voit pas d'impact biologique. Vous savez que dans votre région, même partout au Québec, le taux de productivité des femelles est à 95% selon des données qu'on a. Donc, les femelles sont accouplées et sont très productives. Donc, il n'y a pas un problème là, de gros mâles ou d'un nombre de mâles. Là, maintenant, on est rendu dans le subjectif, c'est-à-dire la qualité, qui, comme je vous dis, va être variable d'un chasseur à l'autre. Quand on regarde les statistiques de récolte, vous divisez toujours quand même la récolte selon tant de mâles, tant de femelles et tant de veaux. Puis il y a un chroniqueur, parce qu'entre chroniqueurs, il y en a quelques-uns qui se parlent encore. Il y en a un qui me disait, il dit, je me demande pourquoi qui s'appelle Jean Larivière, il est dans l'Outaouais, il me dit, je me demande pourquoi que le ministère parle toujours de veaux et non pas de fans. Alors, je vous pose la question, pourquoi vous parlez de veaux chez le chevreuil et non pas de fans? C'est des fans qui devraient être écrits sur le site Internet. Vous avez raison. Et on va le faire corriger, là, mais on devrait pas parler de veaux. Puis dans nos communiqués, on parle de fans aussi, à ce que je sache. Mais il y a peut-être une erreur sur le site Internet. Non, mais c'est surtout sur les statistiques, hein, les grandes statistiques par zone et tout ça, là, c'est toujours là. Alors, donc vous êtes satisfaite. Puis là, vous, le chevreuil d'Anticosti, ça ne vous concerne pas ou vous êtes quand même attaché de par vos fonctions à travailler aussi sur la biologie du chevreuil d'Anticosti? Oui, je connais les grandes lignes. Là.
sinon, il y a une biologiste régionale qui pourrait répondre à des questions plus pointues si vous en avez. Parce que là aussi, on assiste quand même à une explosion des chevreuils depuis 3 ans. Là aussi, Dame Nature est quand même très favorable du côté des chasseurs. Puis on voit même le printemps passé, les chasseurs puis les gens de CEPAC à l'île nous disaient qu'ils voyaient beaucoup de femelles avec souvent 3 fans avec les femelles. Donc, la productivité est très, très bien enclenchée aussi sur Anticosti. Puis les résultats sont là. On parle au-delà de 9000 chevreuils à date cette année, là. Mais pour 2024. Oui, effectivement, c'est des records aussi qu'on voit sur l'île d'Anticosti, 2 hivers cléments consécutifs. Donc, les populations se portent bien. Puis comme vous le dites, comme sur le continent, là, les femelles ont en moyenne 2 fans par année pendant toute leur vie, mais ils peuvent aussi en avoir 3. On a même vu des cas avec 4 fœtus. Mais, donc, le cerf de Virginie est très productif, peu importe où est-ce qu'il se trouve au Québec. Là, si les conditions sont bonnes, il va être très productif. Oui, c'est ce qu'on dit. On dit qu'il rebondit rapidement, le chevreuil. Mais en terminant, Mme de Bellefeuille, est-ce que vous chassez? Non, pas en ce moment. Mais c'est un projet à long terme. Donc une cordonnière mal chaussée. Non, je dirais que pour mon poste, je dirais même que c'est un avantage. Je connais très, très bien la chasse et j'ai fait tout ce qu'un chasseur peut faire, mais je peux travailler sans laisser des émotions ou mes préjugés prendre le dessus. Donc, j'ai vu avec le temps que ça peut être un avantage là, de ne pas chasser en ce moment pour bien analyser les dossiers que j'ai analysés. Oui, comme je connais plusieurs gestionnaires de territoires fauniques qui ne chassent pas non plus pour pas non plus être pris à un moment donné en conflit ou autre. Alors donc, Sonia de Bellefeuille, biologiste, gestion des espèces et des habitats terrestres au ministère responsable de la faune. Bien, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. C'était très, très instructif. Puis je vous dis à une prochaine fois, peut-être qu'on pourra consacrer une prochaine entrevue uniquement à la restriction de la taille légale des bois. Merci beaucoup. Parfait. Je vous remercie. Merci, au revoir. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information faunique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Jusqu'en 1978, l'accès au territoire public pour la chasse et la pêche au Québec était réservé à des clubs privés, limitant ainsi l'égalité des chances pour tous les citoyens. En réponse, l'opération Gestion Faune a été lancée en 1977 avec pour mission de garantir une exploitation équitable et durable des ressources fauniques. Cette initiative visait à protéger la faune, à assurer l'accès à tous les Québécois et à encourager la participation des utilisateurs dans la gestion de ces ressources. En 1978, les ZEC ont vu le jour, avec une mission unique, gérer démocratiquement ces territoires publics par des associations sans but lucratif. Les bénéfices générés sont entièrement réinvestis dans la conservation et la valorisation des ressources fauniques au cœur de leur mission. Le réseau ZEC, c'est 48 000 km² de territoire forestier. À l'automne, c'est la chasse au petit gibier et au gros gibier, mais c'est aussi le petit manteau au bord du feu en fin de soirée. C'est aussi s'emmitoufler dans son sac de couchage après une longue journée à se promener dehors. C'est aussi la première gorgée de café le matin qui nous réchauffe l'intérieur alors qu'il ne fait que 2 degrés dehors. Mais comme on dit, et qu'on est bien dans le bois. Le réseau ZEC, 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs, procurez-vous le Bock Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.bock-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter.
Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Il reste quand même que la récolte de l'orignal en 2024 confirme que l'espèce est toujours très populaire, mais quand même rejoint moins d'amateurs. Les 167 618 chasseurs ont prélevé 20 431 orignaux, surtout des mâles adultes avec 15 700 individus parce qu'on était en saison restrictive, 2 578 femelles adultes et 2 153 veaux. Ces bêtes sont issues essentiellement des réserves fauniques et des tirages au sort comme entre autres dans la zone 1 Gaspésie. Pour faire le point sur la récolte de l'orignal en 2024, j'en parle avec Laurent Devrine, qui est biologiste en gestion des espèces et des habitats terrestres, surtout l'orignal, donc au ministère responsable de la faune. Alors, Laurent Devrine, les chasseurs ont récolté 20 431 orignaux. C'est 11 % de plus que la même année restrictive de 2022, où il s'était prélevé à ce moment-là 18 400 orignaux. Avec autant de bêtes prélevées, qu'est-ce que ça vous dit, vous, de voir que le troupeau comme ça, il monte, puis en même temps, qu'on voit aussi que le nombre de chasseurs diminue? C'est comme si c'était paradoxal. Si la récolte augmente, mais que le nombre de chasseurs augmente lui aussi, ça ne veut pas nécessairement dire que la population va augmenter. C'est pour ça qu'on ne suit pas nécessairement la récolte comme indicateur de la descendance des populations, mais bien le succès de chasse. Parce que le succès de chasse, lui, va tenir compte de la pression de chasse, donc de l'effort de chasse, du nombre de chasseurs. Dans le cas de cette année, ce qu'on a remarqué, c'est que non seulement la récolte a augmenté, mais la pression de chasse, le nombre de chasseurs a diminué. Donc, c'est sûr que ça, si on a récolté plus d'orignaux avec moins de chasseurs, ça, c'est un bon indicateur que le cheptel, de façon générale, il est en santé, ça va bien, puis c'est sûr que c'est des nouvelles qui sont le fun là, à annoncer. Oui, puis il reste aussi qu'un autre indicateur, je pense, c'est le nombre de mâles prélevés, qui est aussi un record pour, même incluant les années permissives. Alors, 15 700 mâles, c'est un bon signe aussi que la récolte, autant de mâles, c'est un bon signe donc pour le troupeau, mais en même temps, ça protège aussi les femelles, puis qui est l'usine à bébés, comme on dit. Alors donc, dans ce cas-là, 15 700 mâles, ça nuit pas à la pérennité de l'espèce. Non, en effet, là, en fait, le pourcentage de mâles, le succès de chasse, en fait, aux mâles adultes, comme on appelle, c'est vraiment un bon indicateur des tendances des populations. En 2024, en fait, le ministère a publié là, une analyse du système de suivi de l'orignal au Québec, où on a vraiment décortiqué là, tout ce qu'on suit. Là, donc, ça renseigne très bien sur qu'est-ce qu'on fait pour suivre les populations d'orignaux. Puis, ce qui ressort de ça, c'est entre autres justement que le succès de chasse aux mâles adultes est vraiment un bon indicateur des densités de population. Pour établir ça, on a analysé ça à l'échelle des zones de chasse avec des données historiques en comparant avec les données d'inventaires aériens. Puis ça vient aussi du fait que c'est meilleur que la récolte totale parce que les chasseurs sont quand même sélectifs sur les mâles de façon générale. Donc, si on prend le succès total, ça donne pas exactement le même pouls que celui de mâles adultes. Fait que, comme vous le mentionnez, vu que c'est des récoltes de mâles, ça a un effet beaucoup moindre sur le potentiel de croissance des populations que la récolte de femelles. Oui, comme je vous disais, c'est l'usine à bébés. Il y a un biologiste dans l'Est du Québec qui appelait ça, il disait qu'il fallait protéger l'orignal, la femelle, et c'est lui qui avait été, je me souviens un peu, à l'origine de l'implantation du programme de l'alternance, là, et il disait, une année sur deux, on protège la femelle, c'est l'usine à bébés, donc il faut
faut quand même y donner une chance. Mais les zones de chasse 1, Gaspésie, et 2, Bas-Saint-Laurent, ça demeure toujours les zones de chasse les plus productives, puis où le succès de chasse est le plus élevé, 23 % à Gaspésie, puis 18 % donc dans la zone 2. Il y a quand même des efforts qui sont faits aussi. Là, vous allez peut-être me dire que la question de l'habitat y est pour quelque chose, mais on voit depuis quelques années, entre autres du côté de la ZEC Bas-Saint-Laurent, où les chasseurs se serrent la ceinture pour augmenter la pérennité de l'espèce et protéger la femelle. Comme lors d'une chasse permissive, il y avait eu, il y a 2 ans, il y avait eu quand même la protection de la femelle. Et là, il continue à faire des revendications pour que ce soit la même chose, même l'an prochain, pour que ce soit une chasse, donc qui va être aussi sélective, mais permissive, mais je veux dire, avec un certain nombre de permis pour protéger la femelle orignale. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de logique puis de probable? C'est une bonne question. Évidemment, là, c'est un dossier qu'on suit là, étroitement là, depuis plusieurs années. Là, on est toujours à l'écoute là, de ce que nos partenaires, qui sont au final là, beaucoup les yeux sur le terrain, nous disent. Donc, ils nous arrivent avec les préoccupations, on en discute, on regarde justement là, qu'est-ce que les indicateurs nous indiquent pour ça. Il faut tenir compte aussi de toutes les personnes impliquées, donc pas juste les ZEC ni les pourvoiries, mais aussi quel impact ça a sur les chasseurs sur le libre, sur les réserves fauniques, pour analyser tout ça. On gère les populations à l'échelle des zones de chasse, là, c'est pas pour rien. Il faut éviter d'avoir là une myriade de plein de petites modalités, sinon les modalités perdent de leur pouvoir d'action, si on veut. Là. Si le voisin juste à côté fait pas la même chose que vous, là, ça va influencer votre territoire. Oui, c'est sûr. Donc, c'est sûr que pour la zone 2, c'est un peu difficile là, à défendre, de protéger l'orignal, parce que reste que c'est encore là une des zones les plus productives au niveau de l'orignal. Les récoltes sont bonnes, les tendances sont bonnes. Ça devient un peu là spécial aussi de vouloir restreindre la chasse là-bas lorsqu'on compare à d'autres zones où il y a beaucoup moins d'orignaux puis où la chasse n'est pas restreinte non plus. Donc, c'est sûr qu'on s'habitue très vite à de l'abondance. Dans la ZEC Bas-Saint-Laurent, il y a eu des très, très bonnes années dans la dernière décennie. Donc, il ne faut pas non plus là, s'inquiéter outre mesure lorsqu'il y a une mauvaise année. Oui, mais il y a eu quand même des années où on a comme paniqué un peu. Il y a quelques années, il y avait eu même un inventaire qui avait été fait, puis de 14 orignaux aux 10 km², on tombait en bas de 10 orignaux au même km², et c'est là que les gestionnaires de la ZEC avaient pris pour objectif de protéger la femelle, pour aussi donc favoriser la pérennité de l'espèce, puis ça c'est encore dans les cartons, si je peux dire. Alors, puis on sait que l'an prochain, 2026, ça va être une année où on va assister, je pense, au nouveau plan de gestion de l'espèce. Donc, est-ce que 2025 pourrait peut-être servir pour la zone 2, pour les 4 ZEC de l'Est, je ne parle pas des territoires libres, mais pour y aller par un tirage au sort pour la femelle avec un nombre limite finalement de sujets récoltés? Ça ne pourrait pas servir de projet expérimental pour 2026, le prochain plan de gestion? Là, il y a plusieurs éléments là, dans la question. Je commençais par revenir sur les inventaires. Je pense qu'il faut toujours se souvenir que les inventaires, ça vient avec une marge d'erreur. C'est des bonnes données, on les utilise, mais ça reste une donnée ponctuelle pendant un hiver dans le temps, qui nécessite certaines conditions aussi qu'on a de moins en moins, entre autres au niveau de l'épaisseur du couvert de neige. Ouais. Avant cet hiver, là, il n'y a pas longtemps, là, il n'y a presque pas de neige. Là, ça aurait été difficile de faire des inventaires. Avec le réchauffement climatique, on s'attend à ce que ce soit plus difficile d'en faire aussi. Puis à la base, même quand on a des bonnes conditions, on joue souvent dans les 15 à 20 % d'incertitude avec les inventaires. Mm-hmm. Puis là, il y a un paquet d'autres facteurs qui peuvent jouer là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les inventaires souvent pour venir confronter un peu ou tester ou valider ce que nous disent nos autres indicateurs. Dans ce cas-ci, dans la 2, c'est un peu particulier parce que l'inventaire nous a en effet suggéré des données à la baisse, mais c'est pas nécessairement ce qui se reflétait dans nos indicateurs. Or, nos indicateurs, eux, ils nous fournissent des données année après année. Donc, sont plus fiables pour vraiment analyser les tendances sur le long terme. En ce qui a trait à modifier la réglementation pour 2025 dans la zone 2 pour tester la modalité pour éventuellement le plan de gestion,
À mon avis, on est beaucoup trop serré dans le temps. D'une part, le plan de gestion est quand même bien avancé. On a fait les 3 premières phases là, de consultation sur les préoccupations, sur les orientations des objectifs, sur les actions et modalités. On a émis nos recommandations aux autorités. Donc, tout ça est déjà là, bien avancé, si on veut. On suit l'échéancier prévu. Donc, on ne pourrait pas, là, à ce moment-ci, nécessairement venir remodifier là, ce qu'on a proposé aux autorités sans engendrer des délais supplémentaires. Puis je pense que le plan de gestion a déjà été reporté là, 2 fois. Là. Tout le monde a hâte là, qui arrive, ce plan de gestion-là. OK, mais puisque vous parlez du plan de gestion, ben là, vous levez la couverte finalement sur ce fameux plan de gestion que tout le monde parle depuis quelques années. Au moment où on se parle, est-ce qu'on peut donner un aperçu de ce que va être le prochain plan de gestion? Pas en ce moment, non. Non? Nous, on a fait nos recommandations aux autorités. La balle est plus dans notre camp, si on veut. Là. OK. Mais donc, on est en attente, mais au point de vue des échéanciers, on est dans les temps pour que ça rentre en place en 2026. Donc, on s'attend là, à des annonces du ministre là, à l'automne prochain. Vous savez, quand on est chroniqueur ou journaliste, on aime toujours poser des questions qu'on connaît les réponses. Ça va toujours mieux, ça va toujours mieux. Et mes informateurs, qui sont généralement bien informés, m'informent justement de 2 modifications majeures. Donc, toutes les zones au Québec auraient toutes les mêmes dates de saison de chasse. Puis ça serait partout à la grandeur de la province. Ce serait l'alternance d'une année à l'autre, permissive et sélective, serait terminée. Et ce serait un permis pour le mâle et un permis pour l'orignal sans bois. Est-ce que mes informations sont bonnes? Ça fait partie des choses qu'on a examinées. OK. Là, il y a 2 portions là, au niveau d'une part, les périodes. Je pense que on a consulté les partenaires là, sur des scénarios de modification de période, mais c'était pas là, des périodes là, mur à mur semblables pour toute la province. Okay. On a essayé de quand même simplifier la réglementation pour le chasseur, vu que c'est quand même une forte recommandation de la vérificatrice générale. Donc, pour réduire les confusions, pour des zones qui sont similaires, pourquoi il y aurait nécessairement des modalités différentes. Évidemment, il faut quand même tenir compte des réalités locales là, de chaque zone, là, tant au point de vue de l'habitat, du cheptel, de la réalité culturelle, socio-économique aussi. Donc, c'est tous des critères qu'on tient en compte. Pour ce qui est de l'implantation du tirage au sort là, de permis spéciaux, plutôt que l'alternance, encore une fois, c'est des choses sur lesquelles on a consulté les partenaires. On a tenu compte des commentaires qui nous ont été faits. Puis on a fait des recommandations là, aux autorités, mais je peux pas m'avancer plus que ça là, là-dessus. Et contrairement au cerf de Virginie, l'orignal, lui, demeure quand même... il demande moins d'attention. Hein, il est plus fort, il survit plus aux hivers rigoureux. Et son principal ennemi demeure toujours, je pense, la tique d'hiver. De ce côté-là, est-ce que... Je sais qu'il y avait des études qui avaient été faites. Il y avait beaucoup de biologistes qui se penchaient sur la question. Puis est-ce que on est rendu où avec le dossier de la tique d'hiver? Parce que même les chasseurs demandent, c'est pas un moyen de mettre des pulvérisateurs ou des insecticides ou peu importe. Qu'est-ce qui pourrait arriver pour épargner l'agression des tiques sur les jeunes orignaux, surtout chez les jeunes veaux orignaux? C'est sûr que le Québec, c'est quand même assez grand. Si on se compare là, justement là, aux États plus au sud, le Maine et New Hampshire, qui sont vraiment plus petits, puis où il y a vraiment des fortes problématiques avec la tique d'hiver. Ouais. Donc la réalité de la tique d'hiver, elle est bien réelle. C'est une préoccupation très importante, mais qui est aussi variable en termes d'intensité à l'échelle de la province. Donc plus on va vers le nord, moins l'impact là est important pour l'instant. On sait que la tique migre avec les changements climatiques. Donc, c'est sûr que là, on parle notamment de la zone 2, de la zone 27, là, les zones plus au sud. La tique a toujours été là, mais vraiment les conditions là, liées au réchauffement climatique semblent favoriser la survie et l'expansion de la tique. Puis la tique, ça demeure un parasite. Donc, comme pour tous les parasites dans le monde de la biologie de façon générale, ça va être fortement lié à la densité de l'hôte, donc dans ce cas-ci l'orignal. Donc c'est sûr que là où il y a des fortes densités d'orignaux, il y a plus de chances
que la TIC prospère également. Oui. Donc, oui, vous avez raison. Il y a des recherches qui sont en cours là, avec des partenaires universitaires, puis aussi avec des homologues là, du Nouveau-Brunswick, entre autres. Puis, ce que ça montre, comme vous l'avez mentionné, c'est vraiment que les veaux sont les plus affectés. Oui. Donc, la survie hivernale des veaux peut être affectée là, fortement par les tiques. C'est pas moi le responsable là, au bureau là, du dossier sur la tique. Mais c'est sûr qu'on continue les suivis là-dessus. On observe, on regarde sa progression. Il y a beaucoup de recherches aussi qui sont faites pour essayer de voir comment est-ce qu'on est capable d'associer la météo d'une saison, d'un été, d'un printemps, d'une automne, avec les probabilités qu'il y ait des fortes infestations de tiques ou non. Puis c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on suit beaucoup là. Puis on regarde évidemment avec nos homologues du Maine, du New Hampshire, du Vermont, où est-ce qu'eux, ils en sont rendus avec la tique, qu'est-ce qui peut être fait de ce côté-là. Bon, alors donc, c'est un autre sujet, un autre dossier qu'on va suivre. Alors, je vous remercie, puis je vous dis à une prochaine fois. Merci, M. Wells. Bonne journée. Au revoir. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. La grande finale provinciale de la seconde présentation de l'événement qui est devenu annuel pour les chasseurs de cerfs et d'orignaux, qui s'appelle Flash Ton Panache, a eu lieu le 31 janvier lors du salon Chasse et pêche de Saint-Hyacinthe. Flash Ton Panache est l'initiative des jumeaux Yannick et Gabriel Martineau et de Chantal, avec 400 inscriptions l'an dernier, le concours de 2025, donc pour la chasse de 2024, est revenu en force avec quelques 1200 inscriptions. L'heure est aux gagnants. D'abord, Gabriel Martineau, racontez-nous comment a été la grande finale, quelle était l'ambiance, ça s'est passé comment, puis les chasseurs qui étaient présents ont réagi comment à Flash Ton Panache, qui en était à sa deuxième présentation. Oui, la soirée a été un succès. Couronné, c'est ça, de beaux prix. Les gagnants étaient vraiment fiers de leur panache, donc ça a été vraiment une très belle soirée. Il y avait beaucoup de monde, on a plus que doublé l'assistance dans la salle, donc c'était vraiment super agréable. Nos gagnants, on avait 3 catégories. Okay. Chevreuil du Québec, chevreuil hors Québec, puis c'est ça, on avait la catégorie orignale. Si vous voulez, je peux nommer les gagnants avec leur score. Oui, s'il vous plaît, oui, allez-y donc. On vous écoute. Oui, donc, dans la catégorie chevreuil au Québec, notre première position, Pierre Lehoux, avec un score brut de 162,8. Ensuite, 168,8. Ensuite, le score net était de 162,58. C'est vraiment ça, exceptionnel au Québec. Là, on a 3 scores qui font un bout dans une croquette. Donc, comme je l'ai mentionné la semaine passée, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite de ça, deuxième position, on avait Mathieu Pelletier avec un score brut de 165,68. Puis un score net de 162,28. Il y avait seulement que 3,8 de différence
distance. Ben donc, oui. on était vraiment heureux d'avoir des mesureurs vraiment exceptionnels avec nous parce qu'il ne fallait pas se tromper. Non, c'est sûr. C'est ça. La troisième position, on avait Ken Morin avec un score brut de 167 et 4,8, puis un score net de 161,8. C'était impossible de savoir qui gagnait juste en regardant les panaches. C'était impossible. Le stress a été là jusqu'à la toute fin. Voilà. Oui, je vais ensuite avec la catégorie orignale. Okay. Notre première position, c'était Stéphane Lebel avec un score de 196 brut, puis un score net de 186. Ce trophée-là aussi va faire le livre de record Boone & Crockett. C'est vraiment exceptionnel aussi. La deuxième position, M. Marc-Olivier Côté avec un score brut de 182 et 1,8. Un score net de 176 et 3,8. Ensuite, la troisième position, c'est une dame, on était vraiment content de ça. Oui. Émilie Lajeunesse avec un score de 179 et 2,8 et un score net de 175. La troisième catégorie, qui est de chevreuil hors Québec, on avait 2 finalistes. Le gagnant, ça a été Kevin Descoteaux avec un score de 49 et 3,8 brut, puis un score de 142 et 2,8 net. Notre deuxième position, chevreuil hors Québec, c'est M. Charles Doris avec un score de 143 5,8 brut, puis un score net de 138. Donc, on remercie tous nos participants et nos gagnants pour cette belle soirée. Ça a été vraiment, vraiment agréable. Est-ce que du côté des serres hors Québec, la participation était importante ou c'était peut-être quelques panaches seulement? Ça s'est passé comment? Dans le fond, il y avait un petit peu moins de participants. La catégorie était nouvelle, donc ça a été un petit peu moins populaire que les autres parce que les autres catégories, déjà, c'était à notre deuxième année, donc les gens étaient comme un petit peu plus au courant. Okay. Chevreuil hors Québec, je pense que ça va faire boule de neige, puis il va y avoir de plus en plus de participants. Oui. Donc, c'est ça, il y avait un petit peu moins de participants. Vous pourriez aussi créer la catégorie hors continent, je pense ici au chevreuil de l'île d'Anticosti, où de plus en plus il se récolte de beaux chevreuils, puis même dans Trophée Québec, il y a même une catégorie pour les serres d'Anticosti. Alors, ce serait peut-être une suggestion, peut-être pour créer une nouvelle catégorie des chevreuils, le cerf meunier, comme je les appelle, qui pourrait quand même amener beaucoup de participants, parce que l'an passé, il y avait 3800 quelques chasseurs sur l'île d'Anticosti, donc il y a un bon potentiel de participation de ce côté-là, parce que c'est récolté vraiment de gros bocs encore en 2024 sur l'île. Oui, effectivement. Dans notre catégorie Québec, il y a eu quelques bocs de l'île d'Anticosti, justement, mais c'est quelque chose, on vient tout juste de terminer notre seconde année, mais effectivement, on va discuter de tout ça, puis là, on va laisser la poussière retomber. Oui. Mais notre troisième saison est quand même amorcée, mais il va y avoir des nouveautés, justement, cette année, puis ça va être bien intéressant pour tous les chasseurs du Québec. Alors donc, vous confirmez que Flash ton panache revient en 2026 pour la chasse de 2025, finalement. Alors, donc, c'est confirmé. Est-ce que ça va se tenir aussi au même endroit? J'ai discuté avec Catherine du salon plein air chasse, pêche, camping. Oui, Saint-Hyacinthe. Catherine, qui est la directrice, qui nous supporte énormément. Donc, oui, effectivement, on a discuté, ça va se faire encore au salon. Okay. Ça va se faire à Saint-Hyacinthe. Puis, probablement dans la même salle, mais on va apporter quelques petits correctifs, dont l'heure du début de la soirée qui commence à 9h, mais là, on va sûrement débuter ça un petit peu plus tôt pour satisfaire le plus de monde possible. Oui, c'est un peu tard pour les gens qui viennent de l'extérieur. Alors donc, Gabriel Martineau, cofondateur de Flash ton panache, merci pour ces informations. Bravo pour votre événement, puis merci de contribuer, comme j'ai déjà dit, à alimenter l'histoire de la chasse au Québec avec les succès qui se retrouvent aussi dans les annales de Trophée Québec, puis qui sont là maintenant pour l'éternité. Alors, je vous remercie, puis je vous dis à l'année prochaine. Salut! Au revoir.
Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Et c'est ainsi que j'ai vu et préparé pour vous cette émission Rendez-vous Nature de cette semaine. Avant de vous quitter, la Fédération des chasseurs et des pêcheurs du Québec, la FDCP, est à la recherche de son prochain ou de sa prochaine conseillère en communication. On cherche quelqu'un qui adore apprendre, qui sait vulgariser l'information et qui a un excellent sens de l'organisation, selon l'offre d'emploi. Le travail est à son pavillon de Saint-Augustin de Desmaures. Je vous parle de ça parce que ce sont des qualités qu'on retrouve chez celle qui, depuis 7 ans maintenant, occupait ce poste et c'est Émilie Vallée qui me confirme son départ. Je vais démarrer mon entreprise de rédaction. J'aime le milieu phonique que je connais bien et je ne serai pas trop loin. J'ai bien l'intention de continuer à écrire pour les chasseurs et les pêcheurs, me confie Émilie. Et c'est ce qu'on lui souhaite, bien sûr, et on lui dit bonne chance dans ce monde qu'on dit toujours merveilleux de la chasse et de la pêche. Ici Ernie Wells, faites attention à vous et à vos proches, et à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Et je vous rappelle qu'on peut entendre et réentendre cette émission sur rendez-vous-nature.ca, le journal le soir.ca, Rimouski, et sur Balado Québec, et peut-être réécouter l'entrevue sur l'Orignal. Alors donc, on a quand même quelques indices sur le prochain plan de gestion 2026. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.